Je vais vous présenter la lumière pour goûter les planètes. Voilà. Alors derrière ce titre un peu particulier, on va voir de quoi ça traite. On va évidemment parler de lumière et d'astronomie. Alors, le plan qu'on va suivre, tout d'abord, on va essayer de voir ce qu'est la lumière. Ensuite, en quoi la couleur des étoiles est importante. Qu'est-ce qu'elle va nous révéler. Et nous irons après à une plus grande échelle, dans tout l'univers, l'univers de toutes les couleurs. Et puis, on passera à table en goûtant les astres. Et enfin, je vous parlerai un petit peu donc, de cosmologie avec la première lumière. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la lumière? On est baigné dans la lumière. Mis à part la lumière artificielle, toute la lumière qu'on reçoit en journée, elle est émise par notre étoile, le Soleil. C'est une lumière blanche, on verra un petit peu en détail ce que c'est tout à l'heure. Et donc c'est la source principale de lumière. C'est la Lune, si elle est éclairée, si on la voit, c'est grâce au Soleil. Les planètes, si on les voit, c'est grâce au Soleil. Le Soleil, c'est lui qui nous baigne de lumière, un peu tout le système solaire. Mais donc il y a d'autres sources de lumière, heureusement. Cet amphi est éclairé là par des néons, donc des tubes fluorescents. On a également des ampoules incandescentes, le premier type de lumière inventé par l'homme, après la bougie. L'homme s'éclairait par le feu, avant, et après il y a eu la lampe avec des filaments. Et puis la nature aussi, quand même, capable de faire un peu de lumière, on voit ici avec un verre luisant. Et l'homme a inventé après d'autres procédés pour faire la lumière, notamment le laser. Donc là, c'est une lumière un peu particulière, une lumière qu'on appelle monochromatique. On ne verra pas forcément en détail comment fonctionne un laser, mais c'est très différent d'une lumière blanche, justement. C'est en opposition à la lumière blanche. Ici, on se concentre sur une seule longueur d'onde. Un laser va nous faire une seule longueur d'onde. Donc c'est une lumière d'une couleur très précise. Voilà, donc avec des applications multiples que l'on sait et que l'on sait moins aussi. Donc voilà, le soleil n'est pas seul. Évidemment, dans le ciel, quand on a de la chance et quand on est dans un lieu peu pollué par la lumière artificielle, justement, on a la chance de voir d'autres étoiles. Ici, un exemple avec les Pléiades. Et on voit justement, si on a la chance de voir dans des instruments ou de voir sur des images, que ces étoiles ont différentes couleurs. Et nous allons voir un petit peu dans cet exposé qu'est-ce que révèlent ces couleurs, du coup, et pourquoi, surtout, sont-elles différentes. Voilà. Alors, décomposons la lumière. En fait, Isaac Newton, en 1666, a décomposé cette lumière, donc on appelle lumière blanche. Alors, même si ce n'est pas le premier à l'avoir fait, comme c'est marqué ici, c'est quand même le premier qui a compris un petit peu ce phénomène. Avant, les gens pensaient que la lumière blanche se décomposait, qu'on voyait des couleurs, et que ces couleurs étaient induites par le milieu qu'elle traversait. Or, ce n'est pas le cas. Ces lumières, les lumières de l'arc-en-ciel, le spectre qu'on voit apparaître, il dépend intrinsèquement de la lumière émise, et ici une lumière blanche. Pourquoi blanche? Parce qu'en fait, elle est composée de toutes les lumières, de toutes les couleurs, pardon, de l'arc-en-ciel, que Newton d'ailleurs avait très bien répertorié. Alors, la lumière, c'est une onde électromagnétique, qui est composée d'un champ électrique, d'un champ magnétique et d'un vecteur de propagation. On exprime, comme toute onde, on va l'exprimer avec une longueur d'onde, voilà, en général en nanomètres, ça représente bien, surtout dans le domaine du visible. Mais également, et ça vous avez déjà dû en entendre parler, la lumière n'est pas seulement qu'une onde, mais c'est aussi une particule, la dualité onde-corpuscule. On parle de photons. Et le photon, c'est donc le petit grain, le quantum d'énergie, le quantum de la lumière. Ce photon, c'est ni une particule, ni une onde. Donc c'est ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. Alors c'est assez difficile à comprendre, et en fait, on peut avoir une analogie avec, par exemple, ce stick à lèvres. Si on le regarde comme ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit un disque.
Si on le regarde comme ça, on va avoir une surface rectangulaire. Cet indice, c'est une surface rectangulaire, c'est ni l'un ni l'autre. Ça dépend de la façon dont on va le regarder. Et ben, pour la lumière, c'est pareil. Selon la façon dont on va regarder la lumière, on va avoir une onde ou on va avoir une particule. On voit par contre que l'énergie du photon est reliée à la longueur d'onde. Donc c'est normal parce que c'est à la fois donc, une onde et à la fois une particule. Si on représente donc la longueur d'onde de tout ce spectre électromagnétique, on va se rendre compte qu'on a une gamme très large et beaucoup plus large que la zone visible que notre œil est capable de voir. Notre œil, typiquement, voit entre 400 et 800 nanomètres, à peu près. Le spectre électromagnétique va beaucoup plus loin. On a des courtes longueurs d'onde de très grande énergie et on va aller dans les plus grandes longueurs d'onde qui sont à faible énergie. Donc on voit ici que chaque domaine de longueur d'onde va avoir une utilité propre en astro. On va voir un petit peu plus loin. Alors, la couleur des étoiles. Alors, la couleur des étoiles, si on regarde le Soleil, déjà en pleine journée, regarder le Soleil, c'est pas chose aisée. Hein, notre œil, on va dire qu'on est biologiquement programmé à ne pas regarder le Soleil, parce que notre œil, il résisterait pas vraiment. Mais on sait que le Soleil, typiquement, c'est une lumière blanche qu'on reçoit quand même si c'est une étoile jaune. On dit que c'est une étoile jaune. Comment ces couleurs sont reliées à la température? Comment on sait ça? Effectivement, là, ici, on voit sur ces schémas, on voit un chien pris par une caméra infrarouge. Le chien a température de 300 Kelvin, hein, à peu près température de l'homme, température ambiante. La scie en fusion, qui ici apparaît jaune aussi, un petit peu comme pourrait être le Soleil, pourtant pas du tout la même température, 1800 K. Et ici, une petite illustration du fond cosmologique de l'univers, on y reviendra aussi tout à l'heure, qui lui est à 3K. 3K, c'est quelque chose de très froid, c'est d'ailleurs ce qu'il y a de plus froid dans l'univers. J'en parlerai tout à l'heure. Alors, comment relier tout ça, la température, la couleur? Eh bien, en fait, on va utiliser ce qu'on appelle le corps noir. Alors, le corps noir, c'est un objet idéal, donc idéal dans le sens physique du terme, hein, c'est-à-dire un objet qui n'existe pas réellement, mais dont on va essayer de trouver des choses qui se rapprochent. Donc, un corps noir, c'est un objet idéal, absorbant tous les rayonnements et dont l'émission ne dépend que de sa température. Donc la partie importante, c'est ça, c'est l'émission ne dépend que de sa température. Un exemple de corps noir qu'on utilise presque tous les jours, c'est un four. Un four, c'est un bon exemple de corps noir. Et il y a aussi les étoiles. La surface des étoiles même, pour être précis. La surface des étoiles sont des excellents corps noirs. C'est-à-dire que leur émission, l'émission d'une surface de l'étoile, ne dépend que de sa température. Donc en mesurant l'intensité lumineuse reçue du Soleil, on va être capable, ou des autres étoiles, on va être capable de remonter à sa température. Donc pour ça, on va utiliser les Kelvin. On dit bien les Kelvin et pas les degrés Kelvin. Donc les Kelvin qui ont donc, comme une échelle ayant pour origine le zéro absolu qui est à moins 273 degrés. Moins 273,15 degrés Celsius. Voilà, alors si on prend l'exemple pour plusieurs étoiles, qu'on prend leur intensité en fonction de la longueur d'onde, on va obtenir de belles courbes. Et ces courbes, typiquement, sont les courbes des corps noirs, et pour lesquelles, donc du coup, on va être capable de remonter à la température. Notre Soleil, typiquement, 5800 K. Donc c'est cette courbe-là, grosso modo, à 6000 K. Ça, c'est la courbe de notre Soleil. Si on prend une étoile Bételgeuse, bien connue des astronomes amateurs, une étoile du ciel d'hiver, donc qui commence à être bien visible. C'est une étoile, une géante rouge, donc sa couleur tire sur le rouge. Elle est à 3600 K. Donc sa courbe s'apparenterait plus à celle-là. Rigel, à l'opposé, dans la même constellation d'Orion, une étoile, une géante bleue. Sa température est à 10 000 K. Donc on peut imaginer la forme de sa courbe. Donc voilà, grâce aux couleurs des étoiles, voilà, et à leur intensité lumineuse, on est capable de remonter à leur température. Pour le Soleil, si on fait un spectre d'absorption du Soleil, donc on pointe un spectromètre dans le ciel, on va faire un spectre de notre Soleil. Idéalement,
Alors, j'ai pas de pointeur laser, c'est un peu dommage. Idéalement, nous avons notre corps noir, notre courbe de corps noir. Dans les faits, il s'avère que c'est pas ça. Nous allons plus avoir la partie noire qui est à l'intérieur. Pourquoi? Eh bien parce que l'atmosphère de la Terre va absorber une partie du rayonnement. Heureusement. La partie haute énergie dans les UV est absorbée par l'ozone. Je dis heureusement parce que si on se recevait l'intégralité des UV produits par le Soleil, la vie sur Terre n'aurait pas pu se développer. Du côté des infrarouges, il va y aussi y avoir une absorption importante qui va être due par l'eau contenue dans l'atmosphère, donc que ce soit dans les nuages ou les molécules d'eau en suspension, hein, pas forcément dans les nuages, ou l'O2 aussi, l'oxygène qui va absorber dans cette zone-là. Donc, la Terre va absorber ça, mais elle va réémettre également. À droite, on a un spectre de réémission. Alors, l'échelle en Y n'est pas du tout la même. Hein. On a mis la même ici pour que ça soit bien visuel. Il faut s'imaginer que ça serait beaucoup plus petit, en Y. Voilà. L'émission de la Terre est encore plus petite. La Terre va réabsorber. Donc, réabsorber par l'ozone, par le méthane, par l'eau. Et on voit que cette réabsorption, que cette réémission, se fait dans l'infrarouge, et l'infrarouge lointain. Et en fait, tout ce qu'on voit ici, eh ben, c'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Donc les principales molécules de l'effet de serre sont le H2O, et celui qu'on connaît bien, le CO2 et le méthane également. Ça, ce sont des molécules qui participent à l'effet de serre. Voilà. Alors, pour revenir donc, de façon plus générale aux étoiles, on s'est rendu compte, donc, comme je vous ai dit, que les couleurs étaient importantes, qu'elles permettaient de remonter la température. Alors les scientifiques se sont dit, on va essayer de classer ces étoiles et de voir en fait si on a une distribution aléatoire, si on les classe, ou bien si ça reproduit un schéma. Et donc ce diagramme ici de Hertzsprung-Russell, qui est un diagramme en fonction de la couleur et de la luminosité, on voit qu'on reproduit un schéma. Donc les étoiles n'ont pas n'importe quelle couleur, enfin, je veux dire, voilà, ça suit une certaine logique. On voit ici le grand bras qu'on appelle la séquence principale, dans laquelle se trouve notre Soleil et dans laquelle se trouve la majeure partie des étoiles que l'on connaisse. On a également une bonne branche ici de géantes et avec ici une petite branche à part, la branche des naines blanches. Alors ici, c'est un petit peu à part parce que les naines blanches sont des étoiles un peu spéciales. C'est des étoiles qui ont brûlé leur vie, qui ont généralement fini leur existence et qui vivent leur retraite paisiblement. Donc c'est un petit peu des étoiles spéciales, après être passées par une supernova. Donc c'est pour ça qu'on explique qu'elle se trouve un peu à part. Alors, l'univers de toutes les couleurs. Alors, comme on a vu tout à l'heure, le spectre électromagnétique, c'est quelque chose de très grand, très vaste. Et la partie visible qu'on voit ici, vraiment représente une infime partie, au final. Donc, nous, ce que nous sommes capables de voir avec nos yeux, ou plus récemment, le télescope spatial Hubble, qui essentiellement voit dans le visible, par exemple, voit une petite partie de ce qui est disponible scientifiquement. Donc, il va être intéressant d'étudier une plus large partie de ce spectre. Et pour ce faire, on va développer des instruments qui vont être capables de voir à différentes longueurs d'onde. Par contre, ça va poser certains problèmes. Parce que, comme on a vu tout à l'heure, l'atmosphère terrestre absorbe. Et notamment, elle va absorber les UV. Avant les UV, on a les rayons X. Et encore plus énergétiques, les rayons gamma. Tout ça, c'est absorbé par l'atmosphère. Et vraiment, heureusement, parce que si on était bombardé de rayons gamma, c'est encore pire que les UV. Enfin, vraiment, la vie ne pourrait pas exister. Donc, pour observer ça, le seul moyen, c'est d'envoyer des télescopes dans l'espace. On envoie donc des télescopes pour observer les rayons gamma, les rayons X et le rayonnement ultraviolet. On voit ici la zone visible. Au niveau de l'atmosphère, c'est transparent. Mais quand même, il y a quand même
quelques turbulences, des turbulences bien connues, donc là aussi par les astronomes amateurs. C'est ce qui a fait que au XXe siècle, on a envoyé le télescope spatial Hubble dans l'espace pour justement éviter toutes ces turbulences dues à l'atmosphère. Il s'avère que maintenant, on a des techniques d'optique adaptative, utilisées par exemple par les grands télescopes comme le VLT, qui permettent de compenser ces turbulences atmosphériques. Et donc, c'est, j'ai envie de dire, moins important maintenant d'avoir un télescope dans l'espace qui observe le visible, parce que des télescopes terrestres sont très très performants dans ce domaine-là. Pour les infrarouges, on voit que ça va être pas mal bouché. Alors, les proches infrarouges, ici, ça va être assez turbulent et la plupart des infrarouges là seront bloqués par l'atmosphère. Donc, pas le choix. Il va falloir envoyer des télescopes également dans l'espace. Quand on arrive au niveau du spectre des ondes radio, là par contre, on a de la chance. Les ondes radio parviennent sur Terre sans aucun problème. L'atmosphère est transparente pour les ondes radio. Donc là, on va pouvoir poser des antennes radio où on veut, entre guillemets, parce que la Terre est quand même polluée d'ondes radio. Donc il faut quand même, idéalement, un site un peu reculé qui ne sera pas parasité. Même si en astronomie, on essaye de préserver des bandes radio dites scientifiquement importantes et qu'on interdit d'utilisation, il y en a certaines qui vont quand même parasiter. Donc bon, il faut que ces antennes se trouvent dans des endroits un peu reculés pour ne pas être embêtées. Et pour les longues longueurs d'onde radio, là par contre c'est bloqué par l'atmosphère, mais c'est quand même d'intérêt un peu moindre pour l'astro. Voilà. Alors, on va parcourir ce spectre maintenant, en commençant donc par les grandes longueurs d'onde et voir les intérêts qu'il peut y avoir en astro. Alors, la radioastronomie, il y a beaucoup d'objets qui vont émettre dans cette longueur d'onde, dans ces longueurs d'onde, pardon. Et en particulier, on a une raie, la raie à 21 cm, donc qui est très connue par les astronomes. Cette raie de 21 cm de l'atome d'hydrogène, alors on a notre atome d'hydrogène et on a l'état fondamental. L'état fondamental de l'hydrogène, il est divisé en deux sous-niveaux. Il y a une possibilité d'une transition de l'électron entre ces deux sous-niveaux. Quand elle se fait, ça produit une raie à 21 cm. Il faut savoir, et ça c'est assez marrant, que cette transition, elle est très très rare. C'est-à-dire, elle est tellement rare que dans un laboratoire, on ne peut pas, si on laisse un atome d'hydrogène comme ça, ou si on laisse tout un tas d'atomes d'hydrogène, on ne verra pas spontanément cette transition s'effectuer, tellement qu'elle est rare. Mais l'univers est tellement grand, il y a tellement d'atomes d'hydrogène, il faut savoir que l'hydrogène, c'est l'élément le plus abondant dans l'univers. Vraiment, l'univers, c'est un bain d'hydrogène en fait. L'hydrogène est tellement abondant dans l'univers, et bien qu'en fait, cette transition, on la voit de partout. Donc du coup, c'est quand même assez marrant, parce que c'est très rare, mais on la voit de partout grâce à ça. Donc les scientifiques vont l'observer. Et on va voir ici, donc ici on a deux galaxies, M81, M82, qui sont vues en lumière normale, mais en mode négatif en fait, pour un petit peu voir la distribution de la lumière. Et ici, les mêmes galaxies vues à cette longueur d'onde de 21 cm. Et on voit quand même beaucoup de choses intéressantes, notamment des ponts de matière, l'hydrogène. Donc ils vont relier des galaxies entre elles. On pourrait croire que ces galaxies sont proches l'une de l'autre par le jeu de la perspective. Or, on voit ici que non. Ces galaxies sont reliées entre elles par des ponts de matière, donc sûrement gravitationnellement, il se passe des trucs. Tout ça grâce à cette raie de 21 cm-1. 21 cm tout court, pardon. Pour la petite anecdote aussi, cette raie est tellement importante de 21 cm, quand les sondes Pioneer sont parties dans l'espace, vous savez tous qu'elles sont embarquées des petites plaques pour une éventuelle intelligence extraterrestre, avec un homme saluant et une femme tous les deux nus. Et la taille de la femme fait 168 cm sur cette plaque, et ce qui correspond à 21 cm x 8. Donc on a repris les 21 cm et ils servent d'étalon sur cette plaque. Voilà. Donc c'est le 21 cm, c'est l'arrêt d'astronomie et de radioastronomie. On va continuer à se déplacer. Après les ondes radio, on va aller dans les micro-ondes.
Et les micro-ondes nous intéressent un petit peu pour l'étude des molécules un peu plus complexes, des molécules complexes organiques qu'on retrouve dans le milieu interstellaire. Alors, pourquoi ces molécules nous intéressent? Eh bien, parce qu'un petit peu la recherche dans ce domaine-là, c'est un petit peu comprendre d'où vient la vie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On cherche les briques élémentaires. Ces briques élémentaires, ça peut être des acides aminés. Et donc, on cherche des molécules de plus en plus complexes, pouvant mener donc, à ces acides aminés. Et en cherchant ça, on va étudier en micro-ondes. Également, on a quelque chose d'autre qui apparaît en micro-ondes, c'est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. On a une petite photo là derrière, prise par le satellite WMAP. Donc là, je ferai une petite aparté là-bas tout à l'heure sur ce fond diffus. On voit ici des antennes donc, du tout récent projet ALMA dans le désert d'Atacama au Chili. Alors j'ai tout récent parce qu'en 2012, il n'était pas encore fini. Il a dû être fini au courant 2013 à peu près. D'être pleinement fonctionnel, parce qu'il y avait des antennes qui fonctionnaient, mais pas dans toutes les bandes, et je crois qu'il était pleinement fonctionnel en 2013. Donc c'est quelque chose de très récent. Et beaucoup de molécules organiques sont découvertes. Si on se déplace encore un petit peu, on va avoir l'univers en infrarouge. Alors là c'est marrant, on a une nébuleuse, je reviens juste un petit peu en arrière. Ici, en radioastronomie, on avait la nébuleuse du crabe, qu'on voit ici en haut à droite, prise donc dans la longueur d'onde radio, dans les radios. Cette nébuleuse, qui est un rémanent de supernova, ce qu'on appelle donc des restes de supernova, qui a d'ailleurs été observé en 1054 par les Chinois, qui ont observé l'explosion de cette étoile, et nous avons la chance de voir les vestiges de cette étoile. Elle est observée en radio, et donc là, ici, on la voit, la même, observée en infrarouge. On voit qu'on n'observe pas du tout les mêmes choses. Là, ici, on va observer l'univers froid, mais en particulier, parce que quand on observe en radio, c'est aussi un univers froid, mais là, en particulier, les nuages de poussière. Observer l'univers en infrarouge, c'est intéressant aussi pour Titan, un des satellites de Saturne, parce que Titan, comme vous le savez peut-être, il a une atmosphère très opaque, très épaisse. Et dans le visible, on ne peut pas traverser, on ne voit pas. En infrarouge, eh bien voilà, on est capable de traverser cette épaisse couche de nuages et de voir à travers. En bas ici on a une galaxie qui est voisine à la nôtre, une galaxie d'Andromède, M31. Et on voit ici plein de petites bandes de poussière sombres. Eh bien l'infrarouge, l'étude en infrarouge nous permet d'étudier justement ces nuages de poussière. On voit ici à la longueur d'onde 24 microns. Et ici, on a un composite, 24 microns, 70 microns et 160 microns. On a composité ces trois longueurs d'onde. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on étudie justement ces nuages de poussière qui sont ici. Donc, vraiment, c'est très important pour les astronomes de pouvoir observer en infrarouge. Et c'est pour cela qu'ils ont envoyé le télescope spatial Spitzer, donc de la NASA, dans l'espace, et qui a donné ces superbes images d'M31. Alors maintenant, l'univers dans le visible, alors ça c'est beaucoup plus connu. On retrouve la nébuleuse du crabe. Donc je pense que ceux qui la connaissent vraiment plus sur cette forme-là que sur celle-là. La nébuleuse du crabe, donc M1. On connaît plus dans le visible parce que, évidemment, un télescope spatial Hubble nous a fourni des tonnes et des tonnes d'images utiles, très utiles scientifiquement, voilà, dans le domaine visible. Et puis c'est ce domaine que nous, astronomes amateurs, pouvons atteindre. On voit ici une photo de la nébuleuse M42. Alors, tout en rouge, là, ce qu'on voit en rouge, c'est tout l'hydrogène, toutes les traces d'hydrogène. En vert, on est capable de voir l'oxygène. Alors bon, sur cette photo, on ne voit pas le vert, mais par exemple sur M1, voilà. En vert, généralement, ce sont les traces d'oxygène, pardon. L'oxygène ionisé 2 fois, qu'on appelle O3. En photo, grand télescope des Canaries, qui a aussi un diamètre de 10-40. Donc maintenant, tous les télescopes modernes sont équipés d'optiques adaptatives qui permettent de s'affranchir des turbulences atmosphériques. On continue de se déplacer. Donc après le visible, eh bien, on a l'ultraviolet. Donc là, on arrive dans des domaines d'énergie un peu plus importants. Et on va avoir donc les étoiles, comme le Soleil, qui est une étoile, tout ce qui est de plus banal, qui vont émettre dans l'UV. On voit ici donc, une photo prise par le satellite SOHO du Soleil dans les UV.
Également, les galaxies M81, qu'on a eu l'occasion de tout à l'heure voir avec ses compagnes dans les ondes radio, on la voit ici en ultraviolet. Donc ce rayonnement, il va marquer quand même des objets qui sont un peu plus chauds, plus énergétiques. C'est égal à plus chaud. On continue de se déplacer et on arrive dans les rayons X. Alors en haut à droite, là je pense qu'on ne reconnaît plus du tout. Mais c'est toujours notre nébuleuse du crabe, notre fameuse nébuleuse du crabe, observée par les Chinois. Et là, on voit quand même quelque chose qui est intéressant. On voit comme un disque, comme une éjection de matière. Et bien en fait, en rayon X, ça nous permet de mettre en visuel le pulsar qui est au centre de la nébuleuse et qui l'éclaire. En fait, quand l'étoile originelle a explosé en supernova, et donc a fait cette lumière que les Chinois ont observée, elle n'a pas disparu. Une étoile, quand ça meurt, ça ne disparaît pas. D'ailleurs, on pourrait dire qu'elle ne meurt pas au final. C'est une crise de la quarantaine. Elle s'est transformée en pulsar. Le pulsar, qu'est-ce que c'est? C'est une étoile très compacte, très compacte, beaucoup plus compacte que ce qu'on peut imaginer d'ailleurs, et qui va tourner très vite en éjectant de la matière. Et c'est visible ici, en éjectant de la matière, de la lumière, enfin très énergétique. Et c'est visible ici en rayon X. Donc on voit vraiment bien les jets, et donc voilà en quoi les rayons X sont intéressants. Par exemple, cette nébuleuse donc, qui émet en rayon X, mais aussi en gamma, enfin qui émet dans plusieurs longueurs d'onde, hein, elle est utilisée pour analyser l'atmosphère. Par exemple, elle a été utilisée pour étudier l'atmosphère de Titan. Comment on fait? Comment on peut faire? Eh bien, en fait, si cette lumière de Titan passe devant cette nébuleuse, eh bien, l'émission de rayons X qu'il va y avoir, elle va être absorbée par l'atmosphère de l'objet qui passe devant, et on va pouvoir en fait étudier l'objet en étudiant le spectre par absorption, on va pouvoir être capable d'étudier l'objet qui est passé devant. Donc voilà des petites applications assez sympas. Le Soleil qui est vu en rayon X, et ici le satellite de la NASA qui est le satellite Chandra qui a permis d'obtenir cette belle photo de la nébuleuse du crabe. Alors après, encore en plus énergétique, on a l'univers qui est vu en rayon gamma. Alors là, on n'est plus du tout dans la même résolution. Il ne faut pas s'attendre à de super images. D'ailleurs, la Terre, ici c'est la Terre, vue en rayon gamma, dans l'onde gamma. Alors, c'est pas évident de prendre une photo. On n'a pas c'est pas un capteur qui va prendre en photo des rayons gamma. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que c'est des photons très énergétiques. Donc c'est pour ça qu'on a des résolutions qui laissent un peu à désirer. Donc les rayons gamma sont émis par des noyaux atomiques généralement radioactifs qui sont le signe donc, des événements les plus violents de l'univers. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler donc je vous ai dit des supernovas, ou aussi il y a les sursauts gamma. Les sursauts gamma, ça a été longtemps une énigme pour les astronomes qui se demandaient qu'est-ce que c'était que ces pics très violents de gamma. Et donc ils ont commencé à y répondre dans les années 2000 pour les gamma longs, ouais, il me semble. Donc voilà, c'est vraiment de la physique très moderne. Donc on voit ici les satellites. Donc là aussi, hein, comme vous vous rappelez, il faut être dans l'espace pour étudier ça. Et donc les satellites qui observent ces objets en rayon gamma. Alors maintenant, notre Soleil, on peut aussi, donc on a vu un petit peu, on peut l'observer dans ses différentes longueurs d'onde. Dans les rayons X, en ultraviolet, dans les UV très énergétiques, dans le visible. Mais dans le visible, on peut encore décomposer ça. Dans le visible, il y a une bande. Alors, je vais rentrer après en détail dans cette histoire de bande et tout du spectre visible. Mais si on limite notre observation au niveau de l'arrêt du calcium, on va observer ça. Pour le H-alpha, je reviendrai aussi sur ce que c'est le H-alpha tout à l'heure, le Soleil ressemblera à ça. On voit qu'il n'a pas du tout la même tête selon comment on va l'observer. Donc ça va nous permettre d'étudier différentes couches en fait, du Soleil. C'est en ça que c'est intéressant. Et pareil pour la Voie lactée. On a ici une photo de la Voie lactée. Donc la Voie lactée, hein,
pareil, si on a la chance d'être dans un lieu libre de toute pollution lumineuse, on peut voir la Voie lactée à l'œil nu, c'est un spectacle vraiment magnifique. Et les astronomes cherchent à la voir en différentes longueurs d'onde. Et on voit ici donc des ondes radio, l'hydrogène atomique, donc en 21, continuum radio et ainsi de suite, qu'on n'observe jamais la même chose. Nous, à l'œil nu, on observe ça. Ici, on est vers le centre galactique et on ne peut pas observer le bulbe galactique de notre Voie lactée. Il nous est impossible de l'observer à l'œil. Pourquoi? Parce qu'on a des nuages de poussière qui nous en empêchent. Eh bien, on voit que dans d'autres longueurs d'onde, on va pouvoir passer au travers de ces nuages de poussière. Et donc, ça nous permet d'observer ce bulbe. Donc, par exemple, on commence dans l'infrarouge proche, dans le proche infrarouge, on voit quand même le bulbe apparaître très clairement. Donc, on va passer à la partie goûter les astres. Alors, pourquoi goûter les astres? On ne va pas sortir nos cuillères et tout pour réellement goûter ça. C'est parce qu'en fait, la spectroscopie, c'est une nouvelle façon d'appréhender la matière. On avait nos yeux pour observer, et la spectro va nous permettre d'aller plus loin, de presque de toucher les éléments, de les goûter, de savoir de quoi ils sont composés. Alors ici, la petite illustration d'un Tintin qui est assez proche de la réalité de ce que les premiers physiciens faisaient. Ils sortaient des plaques photographiques comme ça avec des bandes de spectres. L'historique un petit peu, en 1802, William Wollaston découvre des raies sombres dans le spectre solaire. Alors, il ne cherche pas vraiment à comprendre ce que sont ces raies sombres, hein, c'est un peu dommage, mais il les a repérées. C'est en 1811, par contre, que Joseph von Fraunhofer, lui, va répertorier près de 500 raies qui vont porter son nom. Donc ces raies sombres du Soleil, les raies de Fraunhofer, et qui vont être comprises réellement d'où viennent ces raies que par l'avènement de la mécanique quantique, donc quand même quelques années plus tard. Petite chose intéressante, l'hélium, quand même quelque chose qui est présent sur Terre, va être découvert en premier sur le Soleil, d'où son nom, hélium, du grec hélios pour le Soleil, parce que ça a été découvert pour la première fois dans le Soleil. Alors, évidemment, hein, le Soleil, c'est un réservoir à hydrogène et producteur d'hélium important, mais voilà, on en retrouve sur Terre. Aujourd'hui, on en a plusieurs milliers qui, chaque raie, va caractériser un élément précis présent, soit dans notre atmosphère, soit sur le Soleil. Le spectre solaire. Alors, ce beau fond d'écran ici, là, ce n'est pas un mur de briques de différentes couleurs, c'est le spectre du Soleil. On part de l'infrarouge, proche infrarouge, pour aller jusque dans le violet lointain et proche des UV. Et on voit toutes ces petites lignes comme ça, toutes ces raies d'absorption, qui sont donc ces fameuses raies de Fraunhofer. Là, on les voit vraiment bien. Cette image est assez chouette. Alors, des petites images un peu plus vieilles. Donc, dès la fin du XIXe siècle, ont été observés, ce que je vous ai dit, donc les premiers spectres stellaires. Donc, tout en haut, on a un spectre de type solaire. En dessous, de type Sirius, donc c'est une étoile du ciel austral et boréal. Enfin, on est un peu bas quand même ici chez nous. On voit que ces spectres ne sont pas pareils. Il y a des différences, notamment ces raies sombres, il y en a en commun, et il y en a qui ne sont pas du tout situés au même endroit. Donc, on va se dire que ce spectre, il va être caractéristique des étoiles, et il va nous permettre à les comprendre, à étudier de quoi elles sont faites. Alors, les scientifiques se sont mis à classer les étoiles par leur spectre. Alors, ici, leur nom, c'est un peu barbare, mais OBA, FG, KM, on les classe comme ça. Alors, les scientifiques américains, pour retenir ça, ont une phrase. Obi a fine girl, kiss me. Ça peut marcher aussi, Obi a fine guy. Enfin, c'est dans les deux sens. Donc voilà, c'est une petite façon de retenir ce classement. Et on voit donc des spectres très très différents, notamment pour des étoiles de type M ici, avec beaucoup d'absorption. Mais des raies en commun quand même.
Alors, un petit retour en arrière. Pourquoi on voit des raies, d'où sont-elles? Alors tout à l'heure, on a vu Newton, l'expérience qu'il a fait, une lumière blanche, le soleil, c'est une très bonne lumière blanche, qui passe à travers une fente et qu'on fait passer à travers un prisme. On va obtenir un spectre continu. Mais, bien sûr, le soleil, c'est une bonne lumière blanche, mais il va y avoir des petites raies sombres. Bon, on prend le cas d'une lumière blanche sans interruption. Si on prend un gaz chauffé, comme par exemple un néon, hein, c'est un bon exemple de gaz chauffé. Pareil, un trou, une fente, un prisme, on va observer des raies brillantes et ponctuelles, pas du tout un spectre continu. On prend ce même gaz, mais ce coup-ci, on le prend froid et on le met, on l'illumine, on l'éclaire par une lumière blanche. Cette fois-ci, on va avoir l'inverse, vraiment l'inverse. On va avoir notre spectre continu, mais ponctué de ces fameuses raies sombres. Donc en fait, ces raies sombres sont révélatrices de ce gaz-là, mais quand elles sont sombres, c'est tout simplement qu'on observe en absorption. La lumière blanche émet tout le spectre électromagnétique, mais une partie est absorbée par ce gaz, et la partie absorbée est révélée en raie sombre. Alors que quand il n'y a rien qui était absorbé, on avait juste un spectre d'émission de ce gaz. Donc voilà, ici des exemples de beaux spectres pris par la Société d'astronomie de Bourgogne, la SAB. Donc c'est du travail qui peut être fait par des amateurs. Hein, clairement, un petit spectro qu'on met dans un télescope, on vise une étoile. Bon, c'est pas le truc le plus simple à faire, mais c'est faisable. Ici, on a l'étoile Sirius, je vous ai parlé tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on voit déjà une belle courbe de type corps noir qu'on a vu tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais en plus de ça, des tas de petites absorptions, de petites traces d'absorption. Ici, on a des absorptions de notre atmosphère. L'oxygène, le dioxygène de notre atmosphère, l'eau. Et puis, on va avoir ce qui est noté H-alpha, H-bêta, H-gamma, H-delta, et ainsi de suite. H-alpha, je vous en ai parlé tout à l'heure, quand on a vu le Soleil, c'était une raie importante pour le Soleil. H-alpha, H-bêta, H-gamma, ce sont des raies qu'on appelle de la série de Balmer. Alors, qu'est-ce que c'est? Tout à l'heure, on a vu que pour la raie 21 cm, on avait une transition dans l'état fondamental de l'hydrogène, dans les deux sous-niveaux de cet état fondamental. Maintenant, si on se replace dans l'état de l'hydrogène, mais on se place dans l'état n égale 2, donc on est un peu plus haut en énergie, on n'est pas dans l'état fondamental, eh bien, toutes les transitions qui vont finir sur l'état n égale 2, donc qui vont passer de l'état n3 à n2, n4 à n2, et ainsi de suite. Donc toutes ces transitions-là, où l'électron va finir dans l'état 2, ça va donner des transitions que l'on appelle de la série de Balmer, H-alpha. Donc H-alpha, H-bêta, H-gamma, et ainsi de suite. H-alpha, c'est la transition quand un électron passe du niveau 3 au niveau 2. H-bêta, du niveau 4 au niveau 2, et ainsi de suite. Donc, ces raies-là marquent la présence de l'hydrogène et de ces transitions. Donc, quand on observe cette étoile, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Déjà, on en déduit que ça a été pris sur notre planète, parce que ça a été absorbé par l'O2 et le H2O qu'il y a dans notre atmosphère, et également qu'il y a de l'hydrogène dans l'atmosphère de cette étoile, qui a été absorbé par l'atmosphère de l'étoile. Un autre spectre pris toujours par la SAB, on voit ici M42, une nébuleuse que je vous ai montrée tout à l'heure, et que je vous avais dit d'ailleurs, le rouge représente l'hydrogène. Et bien effectivement, on voit ici des très fortes raies d'émission cette fois-ci, d'émission de H-alpha, H-bêta, H-gamma, donc notre série de Balmer, et en plus on a du O3, qui est donc l'oxygène O2+, donc l'oxygène doublement ionisé. Cette fois-ci en émission, pourquoi? Parce que là, c'est du gaz chaud, tout simplement. C'est du gaz qui est chauffé en fait par des étoiles dans le cœur de cette nébuleuse, qui chauffe le gaz, et donc le gaz émet. Et donc on va observer un spectre d'émission. Alors que généralement, pour les étoiles, on a des spectres d'absorption. Eh bien, je vous dis généralement, parce que évidemment, ça serait trop simple s'il n'y avait jamais d'exception. Cette étoile, gamma Cassiopée,
On retrouve nos bandes d'absorption O2, mais on a une belle bande d'émission H-alpha et H-bêta également. Par contre, pour la suite de la série de Balmer, on retombe dans l'absorption. Alors bon, au début, les scientifiques ne comprenaient pas trop pourquoi certaines étoiles avaient une série de Balmer, un début de série de Balmer en plus en émission, le reste en absorption, alors que la plupart des étoiles sont quand même en absorption. Eh bien, en fait, c'est parce que certaines étoiles ont une sorte de disque, en fait, en rotation rapide, disque chaud d'hydrogène, qui va orbiter autour de l'étoile, et c'est lui qui va émettre, en fait, ces raies d'hydrogène. Voilà l'explication. Donc, en fait, en réalité, on aurait aussi une émission dans le H-gamma, H-delta et tout, sauf que c'est contrebalancé par l'absorption qu'il y a aussi dans l'atmosphère, et vu qu'elles sont plus faibles, eh bien, en absorption, elles en ressortent gagnantes, tout simplement. Et donc, il y a aussi une absorption de H-alpha par l'atmosphère de l'étoile, mais l'émission est tellement plus importante qu'on ne voit que notre pic d'émission. Donc voilà, donc ça, c'est des étoiles assez particulières. Donc on voit ici donc, notre source de lumière qui va aller exciter notre molécule. Et quand on excite une molécule, la tendance de la molécule, quand elle est dans un état excité, c'est de retourner à son état de repos, son état d'origine. Et pour ce faire, eh bien, elle émet de la lumière, elle émet des photons. Ces photons ont différentes énergies selon l'excitation qu'elle a eue et selon la transition qu'elle va faire pour se remettre au repos. Donc la longueur d'onde du photon va changer selon cette transition, et c'est pour ça qu'on a des transitions bien précises dans le spectre qui nous permettent de savoir quelle est cette molécule. Donc un petit peu, on peut faire une analogie que le spectre, c'est le code barre de nos étoiles, qui leur est propre, et en même temps, il y a des spectres un peu génériques qui permettent de les rapprocher. Mais chaque étoile a évidemment son propre spectre. Je vous ai dit tout à l'heure, les astronomes cherchaient donc, dans le micro-ondes des molécules organiques complexes. Et bien, on voit que plus de 150 molécules, par exemple, ont été étudiées, ont été repérées dans le milieu interstellaire. Donc, on étudie les spectres. En fait, comment ça se passe? Les astronomes ont des spectres et ils ont des traces d'absorption. Ils ne savent pas, eux, quoi faire. Donc, ils envoient les datas à des physiciens moléculaires, spectroscopistes moléculaires, qui, eux, disent, bon, ben, nous, on a une molécule qu'on a étudiée en laboratoire, et on sait qu'elle a telle transition, telle transition, telle transition. On fait matcher les trucs, et on est capable de dire, ah, bah ça, sur votre spectre interstellaire, ça correspond à telle molécule, ça à telle molécule, et ainsi de suite. Alors, c'est pas aussi simple, hein, parce qu'étudier des molécules en laboratoire, c'est très compliqué, ça prend beaucoup de temps, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc on voit ici que des molécules assez sympas et de plus en plus compliquées ont été détectées, notamment de l'eau ou du cyanure d'hydrogène. Une molécule assez sympa que je ne m'amuserai pas à prononcer parce que assez compliqué. Mais voilà, donc vraiment des molécules qui pourraient être à l'origine donc des briques de la vie. Vous n'êtes pas sans savoir que notamment quand on a envoyé la sonde Rosetta autour de la comète Chury, on cherche également à voir si il peut y avoir ce genre d'acides aminés, si les comètes peuvent être à l'origine, par exemple, de l'apport des molécules organiques qui sont à la base de la vie. Donc voilà, c'est un petit peu le genre de recherche actuel. On retourne un petit peu dans l'astronomie amateur avec un petit spectre de Jupiter. Alors c'est assez sympa parce qu'on voit de belles raies d'absorption du méthane. Alors Vincent Boudon, que je remplace, est spécialiste du méthane. Il vous l'aurait beaucoup mieux expliqué que moi. Mais là, voilà, on voit donc que Jupiter a des beaux nuages de méthane qui absorbent énormément. Pour la suite, c'est l'atmosphère de Titan. Alors ici, c'est des données de Cassini. Alors on voit sur notre spectre quelque chose de sympa. Dans les basses longueurs d'onde, on a notre spectre de corps noir. Et ici, on a en émission, eh bien, on a beaucoup de choses. On a beaucoup de molécules organiques complexes et on a notamment ici du CH4, du CO2. Voilà, on a pas mal de molécules donc, qui sont étudiées par cette sonde. Donc, comment on peut observer, comment la sonde fait par exemple pour observer?
Bon, là, c'est un spectre d'émission, mais sinon, on peut imaginer en absorption, par exemple, quand une sonde tourne autour d'un astre, eh bien, au moment où le Soleil se couche sur l'horizon, on peut observer l'atmosphère en absorption, par exemple. C'est d'ailleurs ce que va faire la nouvelle sonde qui a été lancée par les Européens, celle qui a marché, hein, pas le petit atterrisseur qui s'est écrasé sur Mars, mais la sonde qui est en orbite autour de Mars va chercher le méthane autour de Mars. Donc un petit peu de cette façon, en fait, en observant l'atmosphère par absorption. Voilà. Et pourquoi se limiter à nos satellites ou à nos planètes du système solaire quand on sait maintenant que l'univers est rempli de planètes et qu'on arrive à les observer? Donc les astronomes vont commencer à essayer de faire des spectres d'exoplanètes. Alors, ce n'est pas aussi facile que de faire un spectre en pointant comme ça. Une exoplanète, c'est quand même quelque chose de très difficile à observer. Le spectre expérimental ici, c'est les triangles. Hein, c'est juste les triangles noirs. Donc on voit que les points sont quand même beaucoup plus épars qu'un spectre normal. Et ce qu'on voit en orange et en bleu, ce sont des modèles pour ajuster. Alors en bleu, on a un modèle de ce spectre qui contient de l'eau. Et on voit que ça fit pas mal, ça ajuste, c'est bien ajusté au début, mais aux alentours de 2,2, 2,4, non, le modèle il marche moins bien. Il n'est pas dans les triangles. Par contre, si on rajoute un peu de méthane, si dans notre modèle on met de l'eau et du méthane, là par contre on a un modèle qui match super bien. Donc voilà un petit peu comment on arrive à savoir dans cette exoplanète, il y a probablement de l'eau, il y a probablement du méthane. Je veux dire, l'eau, quelque chose d'essentiel à la vie, et méthane, si c'est du méthane biologique, je veux dire, voilà quoi, c'est une grande découverte, pourquoi pas. Ensuite, les molécules dans les étoiles froides. Donc on a vu tout à l'heure que les étoiles avaient différentes températures et que les températures étaient corrélées à leur couleur. Si on prend l'exemple de Bételgeuse, qui est une géante rouge, c'est généralement une étoile en fin de vie, un peu plus froide. On voit une température ici à 3600 K. Qu'est-ce qu'on peut noter? On peut noter qu'on ne voit plus du tout notre fameuse série de Balmer de l'hydrogène. Par contre, beaucoup de molécules plus lourdes, de l'oxyde de titane notamment. Et bien parce qu'en fait, les étoiles, elles vivent par la fusion nucléaire. La fusion nucléaire, c'est je pars de l'hydrogène et je fais des éléments de plus en plus lourds. On fait de l'hélium et ainsi de suite. Une étoile en fin de vie, elle commence à plus avoir grand-chose à brûler niveau hydrogène. Elle commence à brûler de l'hélium. Et ça fait qu'elle a des éléments de plus en plus lourds. Et ces éléments de plus en plus lourds, donc on les voit dans les spectres de Bételgeuse. Et donc c'est du TiO. Ça commence quand même avec des éléments beaucoup plus lourds. Voilà, donc c'était pour les étoiles. On va passer maintenant à ce qu'on appelle la première lumière. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé du fameux fond diffus cosmologique, le rayonnement 3K, rayonnement fossile, il a plein de noms. Et ces rayonnements, c'est en fait tout simplement la preuve presque indiscutable du Big Bang. On a ici une représentation du Big Bang, donc le Big Bang. Le début, pas le début, en tout cas qui marque le début de notre univers tel qu'il est actuellement. À partir du Big Bang, l'univers était opaque. Pendant 300 000 ans, 380 000 ans à peu près, l'univers était opaque. Parce qu'en fait, l'univers était tellement chaud, à des températures vraiment inimaginables, que les électrons étaient libres. L'univers était rempli d'électrons libres. Ces électrons n'arrivaient pas à s'associer à des protons pour faire des noyaux. Et donc, du coup, les électrons libres, il n'y a rien de pire pour les photons, parce que les photons, ils n'arrivent pas à voyager librement. Ils vont percuter sans arrêt des électrons, hop, ça va faire d'autres photons, ainsi de suite. Mais donc, dans cette bouillabaisse et tout, les photons n'arrivent pas à s'échapper, donc l'univers était opaque. Il y a eu l'inflation cosmique. Hop, d'un coup, l'univers, une inflation très rapide, qui a refroidi l'univers. Et quand il est passé en dessous des 3000 Kelvin, là, les électrons ont pu se combiner aux protons, ont pu faire des noyaux atomiques, et les photons ont pu circuler librement.
Les photons ont circulé librement et ont créé ce qu'on a appelé cette première lumière, ce fond diffus cosmologique. Il a été observé pour la première fois par accident, comme quoi hein, on ne fait pas de la science pour faire des découvertes. Je pense que certains feraient bien de s'en inspirer. Des fois, les découvertes nous tombent dessus comme ça par hasard parce qu'on essaye, parce qu'on cherche. Ce fond diffus a été découvert par Albert Penzias et R. Wilson, qui cherchaient, en fait, qui travaillaient pour Bell et qui cherchaient à mesurer en radio des signaux de la Voie lactée. Donc, je pense en fait, ils voulaient enlever du bruit pour améliorer les télécommunications, voilà. Donc, ils pointaient leur antenne dans le ciel. Et ils étaient embêtés parce qu'il y avait un bruit de fond qu'ils n'arrivaient pas à enlever. Et donc, passé toutes les considérations électroniques et tout, ce bruit de fond restait et il était identique selon qu'ils orientaient l'antenne dans toutes les directions de l'univers. Il était identique. Ils sont même jusqu'à aller nettoyer leur antenne de toutes les déjections d'oiseaux, quand même. Je veux dire, ils ont vraiment mis la main à la pâte. Et ce bruit est resté là. Et en fait, ils se sont rendus compte que ce bruit, c'est ce qu'on a appelé donc, le fond diffus cosmologique, ce fameux rayonnement 3K, qui est la preuve indiscutable du Big Bang, la première lumière. Alors voici une image, la première image obtenue de ce fond diffus cosmologique. On voit quelque chose d'homogène. Alors, ce que vous voyez au centre, c'est notre Voie lactée. Ça ne fait pas partie du fond diffus, il faudrait l'enlever si vraiment vous voulez être conforme à la réalité, mais ça permet de faire un repère. Mais on a quelque chose d'homogène. En 92, on a envoyé un satellite dans l'espace, Kobe. Et là, on a vu que ça quand même, il y avait certaines inhomogénéités, des anisotropies qu'on appelle. Alors attention, ces inhomogénéités sont très faibles. C'est de l'ordre du 100 millième de Kelvin. Donc vraiment, c'est quelque chose de très très faible, mais qui est mesurable. En rouge, toujours la Voie lactée. En 2003, le satellite WMAP. Donc là, toujours les poussières de la Voie lactée, donc on n'en tient pas compte pour notre fond diffus cosmologique. Mais là, des anisotropies. D'ailleurs, on voit ici ce qu'on appelle un point froid, bizarrement. Difficile à expliquer quand même, parce que la logique voulait que l'univers soit homogène. Mais en même temps, ces inhomogénéités sont importantes et intéressantes parce qu'elles expliquent pourquoi dans l'univers après, il y a eu des galaxies. Il a bien fallu que pour qu'il y ait une inhomogénéité gravitationnelle, qui est à la base une anisotropie. Et donc cette anisotropie, cette étude, c'est quelque chose de très important et c'est vraiment de la physique actuelle, moderne, qui d'ailleurs, elle n'est pas encore complètement expliquée. Alors si on observe, si on étudie ce rayonnement fossile, 3K, eh bien on va se rendre compte que c'est un corps noir parfait. Alors tout à l'heure je disais que le corps idéal physique, c'était dur de l'approcher. Bah là, pour le coup, c'est vraiment le cas. On voit les points expérimentaux, hein, les petites croix, qui matchent parfaitement le modèle. Et donc, on peut remonter à la température de ce rayonnement, et on dit rayonnement 3K généralement, hein, mais c'est 2,728 K. Voilà. Donc, c'est la température la plus froide qu'on peut avoir dans l'univers. C'est le rémanent un petit peu de ce Big Bang. Voilà donc la carte de Kobe en 92. Cette fois-ci, on a enlevé au centre la Voie lactée. Et donc, on voit que, bien que ce soit extrêmement homogène, il y a ces petites variations très très infimes, donc je vous ai dit, 100 millième de Kelvin, voilà, qui sont donc les anisotropies que les scientifiques cosmologistes vont étudier de très près. Donc on voit l'évolution de la carte en 92, en 2003, et vous n'êtes pas sans savoir que les scientifiques ont lancé encore un nouveau satellite pour étudier encore plus précis Planck, qui contient un détecteur qui est refroidi à 0,1 Kelvin. Ça fait réfléchir, mais on se dit que c'est le point le plus froid, hormis quelques laboratoires qu'il y a sur Terre, mais c'est le point le plus froid qu'il y avait dans l'univers, et ben c'était lui, c'était le détecteur, c'était Planck. Parce que si on veut mesurer évidemment un signal qui est à 3K, eh bien, on va utiliser un détecteur qui est plus bas pour se soustraire de tout le bruit thermique qu'il pourrait y avoir. Alors voilà une petite photo du détecteur. Donc c'est un instrument complexe, je ne pourrais absolument pas vous dire à quoi on représente quoi là-dessus. Et la carte de Planck. Voilà, donc on a quelque chose d'encore vraiment plus précis. Et on voit donc tous ces petits grains, toutes ces petites inhomogénéités qui pourraient être à la base donc,
la formation des galaxies. Parce que vu que c'est la première lumière, vraiment à cette époque-là, les galaxies n'existaient pas. Il faut vraiment se rendre compte que ce qu'on voit ici, c'est l'univers, c'est le premier polaroïde possible de l'univers. On voit ici l'évolution de la résolution entre WMAP et Planck. Alors ce qui est bien, c'est qu'on reste cohérent quand même, hein. On retrouve bien les mêmes inhomogénéités, les mêmes anisotropies, mais beaucoup plus détaillées. Voilà l'évolution Kobe, WMAP, Planck. Alors, obtenir une photo comme ça ne se fait pas facilement. Tout à l'heure, je vous montrais, on avait déjà la galaxie en plein milieu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut enlever des tonnes et des tonnes de couches. Tout en haut, on a l'image brute obtenue de l'instrument. Il va falloir enlever donc, la Voie lactée, c'est-à-dire toutes les poussières, les étoiles, tout ce qu'il va pouvoir y avoir, les amas de galaxies, pour enfin obtenir une image du fond diffus cosmologique. Donc c'est vraiment un travail de titan, hein, pas juste une photo. C'est vraiment quelque chose de très complexe pour obtenir ce fond diffus. Alors par exemple, les poussières qui sont en avant-plan sont quand même intéressantes. Elles vont aussi avoir un intérêt astro dans l'étude. On voit ici d'ailleurs que c'est très joli, une très jolie image là, des poussières de la Voie lactée. Donc c'est toujours pris par Planck, donc, dans des définitions qui sont incroyables. On met ça en plein écran, c'est très joli. Les scientifiques essayent donc d'étudier les anisotropies, et ces petites anisotropies vont nous permettent d'ailleurs même de comprendre un petit peu la répartition de la matière ordinaire, de la matière noire et de l'énergie noire. On voit que, bon, ici c'est un modèle que les scientifiques ont ajusté de façon très précise et qui nous ont permis à remonter à ceci et à savoir donc, que l'univers est composé essentiellement d'énergie noire, d'une bonne partie de matière noire et d'un soupçon de matière ordinaire que nous connaissons vraiment. Donc en gros, l'univers est composé essentiellement de ce que nous ne connaissons pas encore. Et donc ceci, ça devrait encourager tout le monde à faire de la physique, à essayer de comprendre un petit peu comment ça se passe. Et on voit que l'âge de l'univers a été établi aussi à 1381, donc on le savait déjà un peu, mais là ça a été affiné avec une marge d'erreur assez faible, mine de rien. Voilà, donc ceci clôt cette conférence et je vous remercie de votre attention.